Je suis parti à la rencontre de François Collin, un homme qui a voyagé toute sa vie. En Sibérie, il a accompagné des scientifiques à la recherche d'un mammouth congelé. En Écosse, dans un petit sous-marin, il a plongé dans les profondeurs du Loch Ness pour y étudier les poissons. A-t-il vu le monstre du Loch Ness? Mongolie, Sierra Leone, Russie, Égypte, Sikkim. Il a fait une multitude de voyages. Aujourd'hui, le temps est passé. Il ne peut plus partir très loin. Mais dans une pièce de sa maison, qu'il appelle son cabinet de curiosité, se trouvent des objets uniques. Et là, au-dessus de ma tête, tu vois, il y a une défense de mammouth. Chaque objet porte une histoire, un souvenir. Vous l'avez peut-être déjà compris avec la première vidéo en Suède, je suis un fan de voyage et d'aventure. Donc c'est pour ça que je suis vraiment trop content de le rencontrer, parce que j'ai envie de comprendre comment il a fait pour partir aux quatre coins du monde en faisant des expéditions. J'ai envie qu'il me raconte ce qui se cache derrière certains de ces objets dans son cabinet de curiosité. J'ai beaucoup de questions et aussi j'ai envie de comprendre son aujourd'hui. Une fois qu'on a passé 50 ans en voyage, qu'est-ce qui reste? Quels sont les sacrifices qu'il a dû faire? Et aussi peut-être quelles sont les leçons qu'il a pu apprendre durant toute cette vie de baroudeur. Donc sans plus attendre, je pars à sa rencontre et on se retrouve juste après pour débriefer ensemble cette vidéo. Oui, bonjour François, c'est Grégoire. Oui, Grégoire. Je viens d'arriver. Eh ben, écoute, j'arrive t'ouvrir la porte. Ça marche, merci beaucoup. À tout de suite. Ma rencontre avec François s'est faite au milieu de ces animaux, plutôt originaux. Et vous allez comprendre en quoi c'est important pour notre histoire. Bonjour Corbeau. Bonjour mon corbeau. Bien. Ce petit corbeau est tombé du nid. François est devenu son nouveau papa. Voleur. Voilà. Il est marrant. Bah, je vais pas tarder à le relâcher là, parce que quand je vois qu'il commence à se débrouiller seul. C'est bien volé? Je l'ai pas encore testé, mais je pense que oui. Là. Voilà, hop. Il n'est pas soigneur animalier, ni zoologiste. Bah, attends une seconde, il est goinfre. Mais son métier atypique a un lien particulier avec la faune et la flore. Il me bouffe le doigt. C'est un ancien directeur de musée d'histoire naturelle. Il s'est donc consacré à l'étude, la conservation et la présentation de la diversité biologique. Un premier élément qui explique pourquoi a-t-il pu participer à des expéditions aux quatre coins du monde. Pour comprendre la suite, je l'accompagne dans son mystérieux cabinet. Cet endroit est emblématique dans la vie de François. Vous allez comprendre pourquoi. Très vite, je m'aperçois que parmi ces nombreux objets, il y a beaucoup de poissons, de gros poissons. Ce sont parfois des moulages. Certains ont été naturalisés pour effectuer des études. François m'explique que c'est un passionné de pêche, notamment la pêche au gros. Cette passion lui a permis de se spécialiser dans ce domaine pour son métier. Un nouvel élément qui explique nombre de ses voyages. Et ça, du coup, ça vient de ta pêche, là, par exemple, on voit là les... Ouais, bien sûr. L'espadon au-dessus, je l'ai pris à la ligne, bien sûr. Le petit requin qui est là-haut, je l'ai pris en Afrique, en Sierra Leone. Donc ça, c'est toi qui l'as... Ouais, je l'ai naturalisé, ouais. Ouais. Chaque souvenir est une brique. Avec toutes ces briques, j'ai construit une maison. Et maintenant, je vis dans la maison. Je trouve que la métaphore est vachement belle, et c'est un peu mon cas maintenant aussi, parce que bon, je ne voyage plus. Je n'ai plus la force physique aussi non plus pour faire certaines choses. Et je vis au milieu de tous mes souvenirs. Il faut se résigner d'avoir l'âge que j'ai, quoi, voilà. Et donc, chaque objet me rappelle un souvenir, me rappelle un pays, me rappelle quelqu'un. Et c'est vachement agréable. Je suis allé, je ne suis même pas capable de dire combien de fois en Écosse, pour le plaisir, en touriste, et également pour contribuer à l'étude de la faune du Loch Ness.
Quand on est descendu en bathyscaphe, alors là, on est descendu à moins 291 mètres. À 30 mètres de profondeur, il y a ce qu'on appelle une thermocline, c'est-à-dire un changement de température d'eau. Et l'eau chargée de tourbe est en surface, sur une couche de 30 mètres, et en dessous, on navigue dans une eau qui ressemble un peu à du thé. Elle est transparente, colorée, un peu jaunâtre, mais transparente. Il y avait, je ne sais plus combien, 3 ou 4 projets de plus de 1000 watts, et on pouvait voir jusqu'à 20-25 mètres. On naviguait dans les poissons. C'était extraordinaire. Les ressources alimentaires du Loch peuvent permettre la survie d'une petite colonie, on peut dire d'une dizaine de bestioles, de grande taille. Mais il y a des gens qui croient en son existence au mont du Loch Ness, ou c'est que quelque chose de touristique? Alors, moi je vais dire ce que j'en pense. Il est tout à fait probable que le Loch abrite des individus d'une espèce non encore déterminée, qui n'est pas du tout un dinosaure, qui serait de la famille plutôt des otaries. D'ailleurs, il a déjà un nom scientifique, Megalotaria longicolis, ce qui veut dire grande otarie à long cou. J'ai rencontré je ne sais combien de personnes, des Écossais, qui pour eux, c'est quelque chose de tout à fait, je ne veux pas dire banal, mais quasiment. Et eux, ils ont vu. Voilà. Le Loch, bon, c'est déjà 40 km de long, 3 km de large, avec 2 fosses de 300 mètres. Il est fort possible qu'il y ait des grottes avec des poches d'air et que ces bestioles, c'est là où elles seraient un peu leur refuge. Et puis elles sortent dans l'eau, bien sûr, pour pêcher. Et il y a des sceptiques qui disent « oui, mais de toute façon, le Loch Ness est pauvre en faune poisson. Vous y êtes allé ?» Non, mais je l'ai lu. Ah oui, je dis « allez-y. » Ouais, c'est un peu une double question. Est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour vivre cette vie-là? Et est-ce que, si c'était à refaire, tu referais tout pareil? Merci de me l'avoir posé. Je vais tâcher d'y répondre. Là, on croirait un homme politique. Oui, j'ai sacrifié une vie stable, équilibrée, sentimentale. Je me suis fait quitter par ma ex-femme au bout de 31 ans en me disant qu'elle en avait ras-le-bol de vivre avec Indiana Jones. Et est-ce que je referai la même vie? Je préfère ne pas répondre parce que ma réponse c'est oui. Et là au-dessus de ma tête, je vois il y a une défense de mammouth. Ça, c'est une défense de mammouth? Oui. Et donc toi, tu as fait une expédition en Sibérie, non, c'est ça? Oui, j'ai eu la chance de participer en 2001 à une expédition sur un déterrage de mammouth congelé. Bon, moi je ne travaillais pas sur le mammouth, mais moi j'y étais pour faire une étude sur les poissons contemporains du mammouth, qui eux sont encore en vie, donc en Sibérie polaire. Et tout le monde bossait en osmose. Le soir, on bouffait tous ensemble, c'était vachement sympa. J'y suis resté presque 3 mois, pendant l'été polaire. Bon, moi, j'ai travaillé un peu sur le mammouth. C'était un gros bloc de terre congelé. Et on passait un sèche-cheveux chaud pour décongeler la terre. Et quand j'ai atteint les poils, bon, je les ai un peu froissés dans mes mains. J'ai senti ma main. Et c'était l'odeur de l'animal comme s'il était vivant. Et ma réaction, je me suis mis à pleurer d'émotion, parce que c'était quelque chose d'assez émouvant. Oui, bien sûr, c'est une drogue. Puis il y a une escalade. C'est l'état de manque même, que j'ai même encore, mais mon physique ne le permet plus, mon âge ne me le permet plus. Tu es allé aussi beaucoup en Afrique? Je suis allé pas mal de fois au Kenya, parce que j'ai guidé des groupes en safari photo.
Je savais qu'on était dans une région où il y avait un troupeau d'éléphants que j'étais sûr de trouver, parce que je guidais un safari pour les touristes. Et le matin, dans le lodge, au petit déjeuner, dès que quelqu'un se levait de table pour qu'il avait terminé son petit-déj, j'allais ramasser tout ce qui traînait sur la table. Des fruits, des croissants, des pains au chocolat, des bouts de pain et tout et tout. J'en avais bourré la voiture. Et bien sûr, j'ai trouvé le troupeau d'éléphants. Il y avait un mâle énorme, c'était un monstre. Il faisait au moins dans les 6 tonnes 5, avec des défenses gigantesques et tout. Il était orange, parce que la terre, la latérite, dans cette région-là, colore tous les animaux, ils sont tous orange. Donc un éléphant orange. Et donc, je trouve l'éléphant, et là j'avais mes touristes à bord du Land Rover, et je leur dis, bon écoutez, je vais faire quelque chose. Je me suis arrêté à quoi, à 10-15 mètres de l'éléphant. Je vais faire quelque chose, mais quoi qu'il arrive, je vous interdis de sortir de la voiture. Je suis descendu de la voiture et je me suis approché de l'éléphant, à pied, en regardant par terre, parce qu'il ne faut pas les regarder dans les yeux. Et là, j'entendais... J'avais pas un poil de sec. Et je me suis approché tellement près de lui, il a posé sa trompe sur ma poitrine. Sa trompe, c'est son nez. Et il sentait que dans mes poches, il y avait à manger. Je prenais des postillons plein la gueule. Ça ne me gênait pas. Et pendant qu'il se servait dans mes poches et qu'il amenait à sa bouche, moi, je le mitraillais en photo. Je lui ai fait des gros plans de son œil. Tu as la photo de... Bah, oui, j'ai la photo de mon éléphant, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui te donne de la joie encore aujourd'hui? Donc, tu en as parlé un peu tes souvenirs, mais est-ce que tu peux développer Ma plus grande joie, c'est de me voir tous les matins dans le miroir de la salle de bain. Non, non, c'est une boutade. Je vis, comme tu as pu le voir, je vis au milieu de mes animaux. J'ai mes 3 chiens, j'ai des oiseaux, j'ai des tortues qui se baladent, la faune sauvage dans mon jardin, et ça me comble parfaitement. Et je me dis une chose, si je vis seul, si je n'avais pas d'animaux, je m'éclaterais, allez, 15 jours par an, peut-être 2 fois par an, à barouder encore. Et puis le reste du temps, je ne serais pas bien. Alors que là, avec mes bestioles, je suis heureux 365 jours par an parce que je les aime et qu'ils me le rendent bien. Et donc, quelque part, bon, je suis comblé aussi. Voilà. Et donc, il faut faire des choix dans la vie. Il a une souplesse et une puissance musculaire, lui. Regarde-le quand il monte. Regarde ça. Ce chalet se trouve dans son jardin. Après avoir passé du temps avec François, je crois comprendre que cette maison de trappeur correspond à la première et à la dernière brique de sa vie. Je l'ai acheté en Lituanie. C'est un copain qui est menuisier charpentier et qui est, comment dirais-je, spécialiste des constructions de maisons en bois, qui me l'a monté. Déjà tout petit, j'étais très attiré par le côté trappeur. Et ça, c'est le tout petit chalet, là, c'était à moi quand j'étais enfant. Et donc j'ai trouvé que sa place était dans le vrai. Ne voyageant plus, ce chalet me donne l'impression d'être ailleurs. Quelle est la chose, selon toi, la plus importante que tu as reçue dans ce parcours de baroudeur, que tu aimerais partager? Le respect de la vie, déjà. J'ai essayé pendant 35 ans au muséum à faire de l'enseignement. J'espère avoir réussi auprès de certains, pas de tous, bien sûr, il ne faut pas rêver. Mais oui, je crois que c'est le respect à la fois de la vie et la protection de la vie sur Terre. Je vais citer, je pense, un des principaux dogmes du bouddhisme, c'est avant de faire du mal à un être vivant, c'est-à-dire un homme, un animal ou une plante, c'est d'abord à toi que tu fais du mal. Si les hommes pouvaient appliquer cette façon de vivre, le monde serait beaucoup plus beau. Quand je vois François dans son chalet, je me dis qu'il a vraiment réussi à garder une part de son enfance. C'est pour ça que je parlais de la première et dernière brique. Il a réussi à aller au bout de son rêve d'enfant. Et en même temps, ce qui m'a vraiment touché dans cette rencontre,
c'est qu'il y a vraiment la notion de choix qui est importante. Et je trouve qu'avec beaucoup de lucidité, il a vraiment réussi à nous expliquer en quoi, en fait, choisir, c'est aussi renoncer à d'autres choses. Et j'espère que vous avez aimé ce Père Castor du voyage, ce Indiana Jones des temps modernes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Vous allez voir, le mois prochain, ça va être un peu particulier. Ça va pas être juste une personne, ça va être un groupe de personnes qui ont un projet très atypique. J'ai trop hâte de vous montrer ça, c'est en plein montage. Et donc à très bientôt sur Atypique.